Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez là-haut? Oui? Je n'entendais pas. Celui-là. Allez, hop, on y va. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à ces 3e rencontres cinématographiques. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie aussi d'accueillir les internes de la cité scolaire qui sont là tous les soirs. Donc bravo, merci d'être là. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne séance, un très bon film. J'ai beaucoup aimé ce film et c'est Florian qui va vous le présenter. Très bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'étage. C'est pas moi qui vais vous le présenter, ce sont 2 élèves de la classe de première L que vous connaissez peut-être. Alors vous allez avoir une version française avec Andrea et une version originale avec Chloé qui s'adressera à vous en anglais. Voilà. Andrea, tu commences? C'est toi qui commences? Ok. Commence en anglais. Bonsoir à tous. Hello. So Nocturnal Animals is an American thriller. It was directed by Tom Ford in 2016. It is his 2nd film, and it is the story of Susan, which is an art gallerist from Los Angeles, and she is born in the opulence of her life, abounded by her rich husband. And she gets an unexpected package, a manuscript signed by her ex-husband, Edward. As the novel progresses, the young woman discovers a form of vengeance which prompts her to resist the decision that have led her to the present situation, and awakens a flame that she believes forever. And it is an adaptation of Austin Wright's novel is Tony and Susan. Bonsoir. Et donc ce soir vous allez visionner Nocturnal Animal. Merci. Qui est un film réalisé par Tom Ford. Tom Ford a 2 professions. En première, il est styliste. En tant que styliste, il ne se considère pas comme un artiste, mais il fait ça pour le commerce. Il a travaillé pour Yves Saint Laurent et Gucci. Il est aussi réalisateur. Il a fait un premier film en 2009 qui s'appelle A Single Man. Et le second, Nocturnal Animals, que vous allez visionner ce soir, qui a été diffusé pour la première fois fin 2016. Pour réaliser ce film, il lui a fallu beaucoup de temps, et ce temps a été consacré à l'écriture du scénario et au casting à embaucher. En premier rôle, il a choisi Amy Adams, qui interprète le personnage de Susan Moreau, et Jake Gyllenhaal, qui lui interprète l'ex-mari de Susan, qui s'appelle Edward Sheffield. Du côté du scénario, ce film est basé sur la vengeance, et c'est aussi une adaptation du roman écrit par Austin Wright qui se nomme Tony and Susan. Dans ce film, qui est un thriller dont le sujet principal est la vengeance, vous allez suivre l'histoire de Susan Moreau, qui elle est galeriste d'art, et nous savons que Suzanne a quitté son ex-mari d'une façon très brutale et a commis l'impardonnable. Et un jour, elle reçoit un colis contenant un roman qui s'appelle lui aussi Nocturnal Animal, et qui va être très éprouvant par la suite pour Suzanne. Voilà. Voilà. Après la séance, je vous conseille de rester. Nous avons donc un intervenant qui va vous parler un petit peu de ce film, Monsieur Guy Astic, spécialiste notamment du cinéma de David Lynch, voilà, qui restera parmi nous pour échanger et puis vous amener quelques pistes, peut-être même quelques réponses, puisque c'est un film qui va certainement vous poser quelques questions. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film. Bon film à tous.
Bon, c'est mieux pour eux. Ouais. C'est tellement beau. Oui, on va parler dans le noir, c'est bien. Bon, bonsoir. Je voudrais. Toujours délicat de sortir d'un film et d'échanger comme cela. On va échanger, hein, c'est-à-dire que j'aimerais avoir vos perceptions, tout ça, mais si vous voulez, si vous me permettez, on va mettre peut-être des repères, et après on voit ensemble comment on peut essayer de digérer peut-être, je sais pas, un tel film. Tom Ford, c'est son deuxième long métrage. Vous savez que c'est toujours très délicat pour un cinéaste. On parle toujours du premier long métrage, mais ce qui est délicat, c'est de négocier le deuxième. Parce qu'il avait été remarqué en 2009 avec Single Man, qui avait ses défauts, mais qui avait été souligné comme un long métrage qui imposait tout d'un coup un cinéaste, qui était d'autant plus attendu que ce cinéaste venait de la scène de la mode. Il est styliste. Et puis de la scène de la mode que certains n'aiment pas du tout, puisque c'est le glam chic, le glam porn, etc. Il a fait plusieurs maisons de mode, Tom Ford. Ça s'est très mal passé avec Yves Saint Laurent, par exemple, dans les années 2000. Par contre, c'est lui qui a relancé Gucci, qui était complètement à la ramasse dans les années 90, et c'est lui qui a redonné à Gucci une sorte d'énergie, etc. Mais du coup, il était très attendu au tournant, surtout dans le milieu du cinéma. On voyait un type arriver de la mode, styliste. On s'est dit qu'il allait placer ses produits, etc. Et avec Single Man, au contraire, il s'est imposé très vite avec une histoire intimiste qui ressemble beaucoup dans l'écriture à celle-ci, je trouve, et qui arrivait déjà à mêler le drame personnel dans Single Man, qui était lié à on va dire un homme homosexuel qui venait de perdre son compagnon dans un accident de voiture, et vous suiviez dans une journée où il était un peu perdu et où il faisait des rencontres qui pouvaient le mener. On sentait une pression un peu dans le film, je trouvais qu'il pouvait le mener dans des histoires ou des directions qui pouvaient être inquiétantes. Et donc on attend toujours, surtout un deuxième film, et là Tom Ford a pris son temps avec ce film-là. Il a pris d'abord son temps parce que Tom Ford il est cinéaste, réalisateur, mais scénariste aussi. Pour dire une première chose, pour vous donner des éléments, c'est qu'il s'est emparé d'un roman qui, Outre-Atlantique, est un roman qui a énormément compté, qui a été traduit en France, Tony and Susan, en 1993, de Austin Wright. Qui est un roman, un thriller, qui a vraiment une grosse presse et qui a été acheté par beaucoup de studios. Et c'est Tom Ford qui a remporté la chose avec sa propre maison de production, hein, Fade to Black, pardon. Pour vous montrer que Tom Ford s'investit énormément, Tom Ford est né au Texas, hein, à Austin, 61, il a grandi à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, et ensuite il s'est orienté vers des études d'art, d'abord, dans un premier temps, à New York. C'est pas pour rien que Suzanne, elle dit à un moment donné, dans le flashback, je fais des études à Columbia d'art à New York, hein, il y a quelque chose qui renvoie à Tom Ford, et en même temps, vous voyez le côté texan, hein, de Tom Ford. Et l'histoire dont s'est emparé Tom Ford ne se passe absolument pas dans le même lieu. Ça se passe dans le Maine. Alors, le roman ressemble un peu dans l'atmosphère au Maine de Stephen King, vous voyez. La femme dans le roman, elle habite Chicago, elle est mariée avec un médecin, et elle a 3 enfants, etc. Après, l'histoire, c'est la même, c'est-à-dire qu'elle reçoit un manuscrit et qui s'appelle déjà Nocturnal Animals, vous avez ensuite la chose qui se met en place. Mais pas du tout dans l'univers texan, dans le roman. Et là, ce qu'a fait Tom Ford, c'est qu'il s'est réapproprié cette histoire, dont il a gardé la substantifique moelle au niveau du drame, mais il a orienté véritablement, et je pense que c'est le premier choc qu'on a en tant que spectateur, il a orienté véritablement vers une trame qui est proprement liée au territoire américain, en lien avec le Texas, et un imaginaire américain en lien avec le Texas qu'on appelle le white trash.
C'est-à-dire que vous connaissez, alors ça va de Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw Massacre, c'est-à-dire que vous arrivez sur des routes, tout ça, et tout d'un coup vous êtes embarqué, détourné, et vous pouvez disparaître sur ces routes du Texas et devenir des proies d'un monde américain qui est juste à côté des villes, mais qui n'en a pas fini avec ce que disait Pétillon, qui est un grand spécialiste de la littérature américaine, l'ensauvagement, ce qu'on appelle en anglais la wilderness, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire le territoire américain est tellement vaste qu'à un moment donné, la civilisation semble avoir reculé et que tous les bas instincts refont surface. D'où ce moment assez éprouvant que voulait Tom Ford, je pense que vous l'avez bien éprouvé, de l'agression, la nuit, sur cette route, etc. Ça dure, voilà. Donc ça, c'est proprement Tom Ford. Alors, en plus, il y ajoute une chose que vous avez sans doute bien senti aussi, c'est que Tom Ford est homosexuel. En 2014, il s'est marié avec son compagnon avec lequel il vit depuis des dizaines d'années. Et il l'explique dans plusieurs interviews qu'il a toujours été considéré comme trop sensible. Vous vous rappelez la phrase qu'elle lui dit à un moment donné. Et qu'il a toujours vécu dans le Texas sa nature d'homme en décalage avec le modèle de la masculinité qu'on lui renvoyait. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un qui s'est toujours senti faible par rapport au modèle qu'on lui a envoyé. Et donc, il y a quelque chose qui est assez audacieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, de la part de Tom Ford, c'est de nous proposer un personnage masculin qui est un faible, littéralement. Sa réaction face à sa femme et sa fille qui sont enlevées, etc., il y a quelque chose qui est de l'ordre de la faiblesse, mais une faiblesse qui est aussi du côté de la femme. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est faible. C'est-à-dire qu'on a deux anti-héros, d'une certaine façon, où tous les deux succombent à leur propre faiblesse, puisque elle est faible, elle voulait se débarrasser du modèle maternel, etc., et elle n'a fait que le reproduire. Et sa mère qui lui a annoncé, cet homme-là, tu le quitteras, tu lui feras du mal. Elle lui dit, non, je ne suis pas toi. Elle n'empêche que, si tu es elle. Donc, je trouve que ce qui est beau, c'est un film qui arrive à nous proposer quelque chose qui, dans le cinéma américain, est plutôt quelque chose qui n'est pas un modèle, de nous attacher à des figures qui sont des figures faillibles, faibles, etc. Et tout cela en articulant deux univers qui semblent aux antipodes, mais qui montrent deux mondes, à mon sens, vous me direz si vous êtes d'accord, mais qui montrent deux mondes de violence, deux mondes d'obscénité, mais l'un dans la sphère de l'art, donc la vanité, etc., et l'autre dans la sphère de ce qu'on va appeler la fiction du redneck. Vous savez, le redneck, c'est ce qu'on appelle le taré américain, ou ces populations de l'Amérique profonde, etc., qui a ses propres codes et qui ne s'est pas débarrassé d'une certaine violence qui est attachée au territoire américain, ce qui refait surface. Mais cette violence, ce qui est fort de la part de Tom Ford, c'est de nous la balancer d'emblée avec cette séquence d'ouverture qui est violente à sa manière, dans une sorte de mauvais goût, trash, comme si Tom Ford aussi voulait dire voilà ce que peut faire l'art poussé à son extrémité, l'art qui se regarde faire, l'art qui plonge dans la vanité, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer au niveau... Donc Tom Ford a fait aussi des études, il a commencé avant d'être styliste et designer, il a fait des études d'architecture. Il a fait des écoles d'architecture, New York, Los Angeles. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Donc il vient du Texas, mais c'est quelqu'un qui a voyagé. Actuellement, il vit en Angleterre. Il a fait un stage dans ce cadre-là en France, dans la maison Chloé. Et donc beaucoup d'architecture, tout ça. Et il s'attache depuis Singelman avec le même chef décorateur. Et par exemple, il avait demandé, et ça c'est dans le dossier de presse que c'est dit, il a un très beau dossier de presse, très long, où il se confie beaucoup et il dit on a fait en sorte que la maison du début, ou en tout cas l'univers de Los Angeles et l'univers, on va dire, civilisé, entre guillemets, soit extrêmement froid, vous l'avez peut-être senti, avec beaucoup de lignes, de clairs, beaucoup de symétrie, beaucoup d'espace vide dans lequel le personnage semble seul. C'est un grand film sur la solitude, et la dernière image d'ailleurs, c'est un grand film. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la dernière image, à un tableau qui en plus fait écho au titre. Vous avez le film qui s'appelle Nocturnal Animals, et vous avez un tableau qui s'appelle Night Hawks,
de Edward Hopper, 1942, où vous avez la même chose, ces personnages enfermés dans des surcadrages. Vous vous rappelez, Edward Hopper, on est à l'extérieur, il y a une vitrine comme ça, d'un bar, et on voit des personnages seuls, isolés à l'intérieur, et elle qui attend dans ce surcadrage. Peut-être on verra vos interprétations. Hein. Qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que c'est une fin ouverte, fermée? Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que c'est un film extrêmement personnel. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est l'adaptation d'un roman, mais comme pour un Single Man, hein, c'était l'adaptation d'un roman, Isherwood, je crois, il me semble. Et là, c'est l'adaptation d'un roman, mais on voit que Tom Ford a mis du temps, a pris son temps pour écrire, parce qu'il voulait vraiment comment dire, y mettre son univers. Et c'est pas pour rien qu'il fait dire à un moment donné au personnage écrivain, on n'écrit jamais mieux que sur soi-même, ou qu'à partir de soi-même. Hein, c'est véritablement une sorte d'écho à ce qu'il pense lui-même en tant que créateur. Je pense que c'est aussi un film qui pose la question de où est la création et où est l'imposture. Voilà, dans l'art. Et ce qui peut être beau, c'est que Tom Ford doit... je pense qu'il se pose la question, quand il a fait son premier long métrage, d'imposture ou pas. Puisqu'il vient du design, il vient du clinquant, il vient du glam et tout ce que vous voulez. C'est quand même quelqu'un dont Jay-Z a fait une chanson, hein, qui est très connu dans le milieu du street art, tout ça. Tom Ford, c'est celui qui a fait les costumes de 007 pour Canton of Solace, etc. Qui a attaché, qui fait les habits de Madonna. Enfin, vous voyez comment il a pu... se poser la question de sa légitimité dans le monde de l'art. Et je trouve que c'est aussi un film qui pose la question de la légitimité artistique. Et quand la mère lui dit à elle, tu es trop cynique pour être un artiste, peut-être que Tom Ford s'est posé la question de se débarrasser d'une forme de cynisme qui aurait pu être le sien, vu d'où il vient. Et où il est encore, hein, il a sa chaîne de vêtements, etc. Et par exemple, on en parlait ensemble avec Florian, il a répété dans plusieurs interviews, il s'est interdit de faire des placements de produits dans son film, notamment de sa propre ligne de vêtements, etc. Il y a beaucoup d'œuvres d'art, hein, vous avez vu Damien Hirst, tout ça, Jeff Koons, mais il s'est évité... Et je trouve que ce qui est beau dans ce film-là, c'est aussi ce questionnement sur ce qui fait sa légitimité en tant que créateur, en tant qu'artiste. Et évidemment aussi, vous me direz si vous êtes d'accord, ce qui est beau, c'est dans ce travail de montage, où le roman est beaucoup en monologue intérieur. Et il s'est posé la question de la voix off, mais il ne voulait absolument pas de voix off. Dans le roman, vous avez une sorte de monologue intérieur, où vous passez à travers l'esprit d'elle en train de lire, et vous voyez, par l'écriture, la lecture se fait aussi, flot de pensée dans le roman. Comment rendre ça au cinéma? Amy Adams est très forte d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de plans où elle ne parle pas, et où elle doit être dans une intériorité. Et nous, spectateurs, on doit être dans son intériorité, la réaction de ce qu'on est en train de lire. Et du coup, Tom Ford a choisi vraiment ce montage qui est qu'on efface, par exemple, ces moments de transition, où par moments il y a des doutes. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un moment qui est joli, par exemple, quand elle rencontre... c'est Edward Voilà, quand elle rencontre Edward dans les rues de New York. Je sais pas si vous l'avez eu, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai éprouvé un moment d'hésitation. Est-ce qu'on est dans la fiction de ce qu'elle est en train de lire? Et en fait, on s'aperçoit que c'est le premier flashback. C'est-à-dire que le film n'est pas si compliqué que ça. J'ai lu des critiques en disant c'est le nouveau Mulholland Drive, tout ça, il faut arrêter quand même. C'est pas... Moi, je comprends pas que les gens comparent avec Mulholland Drive. Parce que le film est assez simple. Vous avez 3 niveaux, c'est-à-dire la réalité à Los Angeles, tout ça. Une nénette reçoit un manuscrit, elle lit le manuscrit, donc elle se projette. Vous avez la projection du film de sa lecture, et à un moment donné, il y a simplement, et là ça, du flashback. N'empêche qu'après, il arrive à tisser des choses qui sont très intéressantes, avec des rimes visuelles. Lui prend sa douche, elle prend sa douche. Alors certains ont dit que c'était un peu lourd, peut-être. Mais donc moi, je ne vois pas où est le mystère comme dans Mulholland Drive, parce que Mulholland Drive, le problème, c'est que vous ne pouvez pas rétablir les choses. Là, on peut rétablir les choses. Mais ce qui est beau, tout de même, c'est cette manière d'être dans le tissage. Moi, j'aime beaucoup d'être dans... voilà un film qui nous met en scène quelqu'un qui lit
une fiction, qui se projette une fiction. Et donc nous, spectateurs, on est en train de suivre aussi peut-être ce que nous-mêmes dans la salle, on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on regarde un film, mais aussi on se projette un film. Donc ça, je trouve ça très très beau, cet aspect-là. Et en plus, en nous basculant dans deux univers aux antipodes. L'un très solaire, même si le début commence la nuit, mais ensuite on est dans le côté minéral de la terre, du désert de Mojave. Je crois qu'ils ont tourné dans le désert de Mojave. Et l'autre plus urbain, plus dans les vitres, plus dans les reflets, dans les apparences, etc. Et je trouve que cette articulation est très belle. Moi, la partie redneck m'a fait beaucoup penser à un film qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, Call in July, de Nickel, qui est l'adaptation d'un roman de Joey R. Lansdale, qui a une grande signature du Sud, ce qu'on appelle la littérature du Sud de l'Amérique, pas Amérique du Sud, du Sud états-unien, qui parle beaucoup comme ça de ces populations redneck, tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Call in July, qui est très beau. Et qui a ce côté âpre aussi de Rape and Revenge. Enfin, Rape, c'est un genre, hein, c'est un vrai genre bis, le Rape and Revenge, c'est viol et vengeance. Et là, vous avez les deux, sauf que vous avez un personnage masculin qui précisément n'est pas du côté d'une vengeance extrêmement poussée. Il faut que ce soit un flic qui va mourir, qui le pousse quand même à lui dire « t'as une rage, il faut qu'elle sorte ». Par contre, vous avez la vengeance qui est inscrite sur un tableau, oui, du côté de Los Angeles. Donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, parce que je suis très bavard. Donc, est-ce que vous voulez qu'on échange, qu'il y ait des questions, etc. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Et souvent, ce qui fait débat, c'est comment comprendre la fin. On en parlait avec Florian, par exemple, ce qui est très beau, c'est qu'on ne voit jamais Edward dans le présent. C'est presque une figure de fantôme. Et à la fin, il est une présence-absence. Alors certains ont dit, quand Tony est tué dans la fiction, c'est aussi une manière peut-être de tuer Edward dans le présent. Et qu'il ne viendra pas, de toute façon. Il ne viendra jamais. Ou alors, il se venge. Ça, c'est sa vengeance. Certains ont interprété en disant... je vais réanimer ta flamme, parce que je sais que tu es encore amoureuse de moi, elle l'a dit de toute façon, et il va la placer dans une situation où elle va être humiliée, d'une certaine façon, et il se venge. Certains ont dit ça. Ou alors, Tom Ford lui-même disait que pour lui, la fin était ouverte, et positive. C'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, pour elle, c'est une manière de l'avoir sortie de son apathie, de faire en sorte qu'elle soit sortie de son insomnie permanente, etc., et qu'elle ait voulu agir, et que c'est peut-être le début de quelque chose, même si cette attente, elle est déçue. Ça, c'est Tom Ford lui-même qui disait. Hein. Le livre, il l'a dédié à elle. Voilà, exactement. Donc, alors, est-ce que cette dédicace à elle, c'est une dédicace d'amour? Est-ce que c'est une dédicace de, voilà, tu vois, je peux faire un roman, tu as toujours dit que je n'étais pas romancier, je ne vais pas y arriver, voilà. Donc voilà, moi je voudrais avoir vos interventions, votre ressenti surtout, parce que je pense que c'est un film aussi qui est sur le sensoriel. Enfin, alors là, on pourrait dire que c'est un peu proche de Lynch. Mais bon, toute proportion gardée. Hein. Non mais je sais pas, parce que si vous avez vu la presse, les gens ont dit le nouveau Lynch. La musique. Oui, peut-être la musique de... Alors on avait dit Korzinowski. Ah, Voilà, c'est un Polonais. Là, c'est un Polonais, là? Oui. J'ai pas réussi à voir le... je l'ai noté, parce que c'est imprononçable pour moi. Korzeniowski. Ah non, je ne me suis pas trompé. Abel Korzeniowski. Mais il avait fait déjà Single Man. on peut pas s'empêcher de voir le parallèle entre l'image pour David Lynch et le son pour Angelo Badalamenti. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Oui. Il doit s'en réclamer un peu, non? Pas du tout. Non, mais il y a une similitude dans l'atmosphère, la manière de filmer Los Angeles, la nuit, ce côté suspension, planant, etc. Mais moi, ce qui m'avait étonné, c'est que dans les critiques, c'était de dire un film labyrinthe. Non, mais si, vous lisez des critiques, on vous dit ça, quoi. Oui, un les petit critiques peu. veulent toujours trouver des points Un communs tiroir. entre les films. Voilà, oui. Ça les aide à... Voilà. Par contre, c'est vrai que l'atmosphère, il y a quelque chose dans cet autre-là. Mais tout autant que Neon Demon de Refn, quoi. Enfin, pour moi, c'est pareil. D'ailleurs, il y a la même actrice dans Neon Demon, Jenna Malone, celle qui joue, celle qui est dans la galerie. La galerie, là, c'est la même. Oui.
Micro, il arrive. L'apparition de Bob dans Twin Peaks? Non, moi je l'ai juste vu là sur la question. Ah, quand elle regarde le téléphone et que d'un coup... C'est les deux points qui font Ouais. penser à Lynch. Tu sais, quand elle fait tomber l'iPhone, qu'elle regarde avec l'application. C'est tellement zen. Mais c'est le seul élément. Oui, madame disait que elle a pensé à l'apparition de Bob. Bob, c'est cette apparition dans Twin Peaks. Voilà. Et au moment de l'épisode de l'iPhone qui tombe et dont l'écran est cassé, hein, c'est ça, Bob. Ouais. Alors, il y a, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun, mais qui n'est pas propre à Lynch et qui n'est pas propre à Tom Ford, mais qui est propre à un certain cinéma américain. Ça, moi, je l'ai souvent vu dans plusieurs films. C'est cette manière de radioscoper ou de diagnostiquer la violence américaine qui s'ancre dans un soubassement, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a le soubassement qui est lié au territoire américain plus vierge, qui est le Texas, etc., où on revient au côté western, mais il y a le soubassement aussi du territoire de Los Angeles, et les deux violences sont les mêmes, d'une certaine façon. Elle s'exprime de manière plus brutale et plus organique, on va dire, du côté des rednecks, mais elle est tout autant, et on le voit avec le travail sur les corps, hein. Pour moi, il y a un écho entre les corps de ces femmes qui jouent comme ça à détourner l'image de la majorette, on va dire, ou de la cheerleader américaine, qui fait écho avec le type qui est assis sur ses chiottes à l'extérieur. Enfin, pour moi, on est dans le même registre, quoi. Je sais pas si t'as vu, on les retrouve en fait dans le bar. Oui, absolument. En arrière-plan. En arrière-plan, ouais. Quand ils sortent et qu'ils vont chercher le type et qu'ils l'amènent là, vous avez à gauche, pareil, des nénettes qui portent une sorte de casque. Voilà, c'est la version white trash de... Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir ou... Le générique du début, j'arrive pas à y trouver du sens. C'est ce qu'on va pas dire là, on parle de ça. Oui, mais justement, Ah, mais de toute façon, c'est la séquence qui choque. qui choque. Ouais, non, qui ça interroge, quoi. Oui, oui, et puis il y en a certains qui l'ont trouvé. Ça a agacé, hein. On va en parler peut-être de cette séquence. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est le fait justement qu'on sait jamais trop si on est dans la fiction ou la réalité. Oui. Il y a un jeu entre, justement, on est dans le thème de l'illusion, mais entre la fiction et la réalité. Et comme il dit qu'il écrit à partir de lui-même, on ne sait pas dans quelle mesure il s'inspire de choses qui lui sont arrivées ou pas. Et il y a, à la limite, pour ce qui confirme l'hypothèse d'une vengeance à la fin, c'est que l'histoire qu'il raconte, c'est un peu la leur. Puisque, si je comprends bien, elle avorte de son enfant, et donc c'est à cause d'elle qu'il a perdu à la fois son enfant et sa femme. Absolument. Mais je crois que c'est pas contradictoire avec l'idée qu'il lui fait un don. Comme si l'amour et la haine n'étaient pas opposés. Absolument, ouais. Et que finalement, c'est ça qui était beau à la fin, c'est que finalement, il se venge et en même temps, il lui fait un don. Mais là, vous avez raison sur la confusion, peut-être que vous l'avez eu, on en a parlé tout à l'heure avec Florian, c'est à un moment donné, vous avez sans doute eu un doute, quand on passe dans l'histoire de Tony, de savoir si la femme qui était jouée par Tony n'était pas incarnée par Amy Adams. Alors que c'est pas elle. Et au casting, il a fait exprès de prendre une actrice qui est proche, mais ce n'est pas elle. Il a expliqué, hein, il disait que c'est normal qu'elle voit Jake Gyllenhaal, enfin le même acteur qui joue les deux, parce que elle projette son ancien mari, mais qu'elle ne pouvait pas se projeter à côté, parce qu'elle était dans et hors d'eux. Mais il n'empêche qu'il y a, et vous avez raison, du coup, cette gémellité qui fait, à un moment donné, on a un doute, au tout début, après moins, mais on a un doute quand même. Alors, cette confusion, je pense qu'elle n'est pas tant, il me semble que la confusion n'est pas tant sur les niveaux de narration, parce qu'on sait toujours à quel moment on est, mais quand vous parlez de confusion, c'est assez juste au niveau de la sensation, au niveau de ce qui circule. Voilà, ce qui est beau, je trouve, c'est ce qui circule dans les différentes couches de narration, et ce qui se dit. Et là, on est dans quelque chose qui, le tout, fait qu'on est dans une sorte de monde suspendu, de bulle, et on a l'impression d'être dans une suspension permanente. Il y a un téléphone à sa fille. Oui. Là, comme si ça... Et alors le plan, alors regardez en plus là, vous dites la chose absolument la plus juste.
c'est le raccord du plan. Il fallait oser ce raccord de plan. Le raccord de plan d'un cadavre d'un côté qui a été violé, etc. Et ensuite, on a le raccord de plan avec la fille. Et au début, d'ailleurs, vu de dos, le corps nu, tout ça, on pense à elle d'abord. Et ensuite, et en plus, c'est sa fille qui... voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre... Encore une fois, toujours dans les raccords, dans les transitions, il nous laisse toujours ce moment de légère confusion où le spectateur doit faire une mise au point. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors là, peut-être aussi, on peut rapprocher de Lynch, mais chez Lynch, c'est beaucoup plus radical. Parce que Lynch, il se moque de nous, parce que la mise au point, elle n'est pas possible. Il me l'embraille, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai fait des dizaines de rencontres sur Melandrai avec des dizaines de publics différents. Je leur disais, mais et tout le monde me proposait des théories. Je dis, vous pouvez y aller. Il n'y en a aucune qui ne fonctionne, ou qui fonctionnera. Parce que Lynch, en plus, il se moque de nous. Lynch, lui, c'est le mystère. Et le mystère est insondable. C'est sa définition. Là, c'est pas du tout un film sur le mystère. Il n'y a rien de mystérieux, et tout est réseau. Enfin, vous pouvez résoudre les choses. En revanche, ça dit quelque chose sur le drame personnel, parce qu'on dit thriller, ce film-là, mais c'est aussi quand même sur le drame, sur l'amour, sur la fidélité, sur ce qu'on doit à l'autre, sur l'attachement. On en parlait tout à l'heure, quand il disait que dans sa vie, il a toujours été avec le même compagnon avec qui il s'est marié depuis 30 ans, etc. Et Tom Ford dit, moi, mes deux films sont sur l'attachement que je voue à l'autre. C'est sur quoi ça tient. Et c'est exactement ça, la question qui se pose. Parce qu'on la voit au début, continuer à vouloir s'attacher. Nous, spectateurs, on comprend qu'elle est complètement dans un mirage, à vouloir s'attacher sur une histoire qui est déjà finie, mais sur son mari qui la trompe. Et on s'aperçoit que très vite, il y a un autre attachement auquel elle aurait dû peut-être plus être sensible, mais qui est précisément celui qu'elle a rompu, elle. Et je trouve ça assez beau de nous laisser avec ce personnage qui est dans cette sorte d'attente, comme ça, comme si elle était punie par là où elle a fauté, et en même temps, comme vous dites, c'est quelque chose aussi qui peut ouvrir vers autre chose. Je ne sais pas si on peut parler d'une fiction, la rédemption, mais cet ordre-là. Et puis il y a autre chose, moi, qui me fascine, c'est dans l'histoire Tony, l'espèce de fin grotesque de Tony, quoi. Il vient de tuer et il trébuche et il se tue. Il y a quelque chose d'anti-héroïque au possible. Et il y a ce battement de cœur qui peu à peu s'éteint, etc. Donc le battement de cœur donne une autre dimension à cette mort, mais la mort elle-même, elle est bête. Enfin, je veux dire... je pense pour la mort de Tony, en fait, genre, c'est déjà... comment je peux... Vas-y, lance-toi. Oui, parce que je trouve le mot. En gros, déjà pour la fille de Tony, je pense que c'est mon interprétation, mais je pense que c'est dû à l'avortement de Suzanne. Ça peut représenter son enfant qu'elle a perdu, enfin qu'elle a tué volontairement. Et après, pour sa femme, qu'elle soit morte, c'est aussi comme on lui a volé, en fait. Et parce que Suzanne, elle est partie avec un autre homme. Et du coup, c'est du point de vue d'Édouard, il a mis en scène dans son livre la mort de Suzanne pour dire qu'en gros, sa femme, pour lui, elle était comme morte. Et pour sa mort à Tony, je pense que c'est comme si tout ce qui venait de lui arriver, ça l'avait complètement achevé, en fait. Et je pense que c'est ça, et que sa mort, ça a beau être bidon, mais c'est ce qui arrive à tout le monde. Et du coup, c'est ce qui pourrait dire que tout ça, ça l'a achevé, que ça l'a tué bêtement, en fait. Dans une forme d'épuisement. Oui, c'est intéressant, ça. Dans une forme d'épuisement, il tombe, il trébuche, il est épuisé, et la larme au mauvais endroit. Ouais. J'aime bien cette interprétation, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, moi, les deux fois où je l'ai vu, j'ai senti quelque chose que j'avais senti dans d'autres films sur l'idée de l'extinction, de l'épuisement, de figures qui s'épuisent.
Tom Ford, c'est un cinéaste de figures qui s'épuisent et qui ont des sursauts de vie comme ça. Mais même dans le Single Man, il est taraudé par la mort de son amant dans un accident de voiture, il a un flingue et il veut se suicider, et il passe sa journée comme s'il était complètement épuisé, et au fur et à mesure qu'il passe cette journée, il y a des choses qui viennent dans la vie, que quand on apprend au début, elle est complètement dans un monde éteint, terne, et même ça se voit à son visage, etc. Comment ? Voilà. Oui, le côté un peu grisaille, un peu noir et blanc. Et il y a que les... Alors ça, dans les notes de production du dossier de presse, Tom Ford le dit, il y a que vraiment les flashbacks où il a beaucoup travaillé une forme un peu plus d'éclat, de lumière, de douceur, etc. Dans les flashbacks, hein, je dis bien. Dans le côté redneck, il y a la noirceur, la nuit, la longue séquence de nuit, et puis quand on est dans la lumière du désert, là on est dans quelque chose de beaucoup plus tranchant, on va dire. Mais oui, j'aime bien cette idée d'extinction. On a l'impression d'arriver dans un monde épuisé. Et je trouve que la séquence d'ouverture, elle est déjà de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on est dans le trop-plein, on est dans le kitsch, on est dans le mauvais goût, le trash, et tout de suite, la séquence d'après, qu'est-ce qu'il y a, vous vous rappelez ? On la voit assise. On voit déjà ces corps qui dansaient devant la caméra, tout ça, qui sont allongés. Et ensuite, quand on revient à elle, on la voit assise, je crois qu'elle est filmée de profil comme ça, et comme assise, comme encore un tableau d'Edward Hopper, vous avez cette jeune femme qui est assise au bord du lit dans une chambre d'hôtel, comme on est assis au bord du monde, et au bord de sa propre vie en train de s'éteindre. Moi, j'ai toujours pensé à ça, quand je voyais les tableaux d'Edward Hopper. Là, on rentre tout de suite dans le film par quelque chose qui est presque de l'ordre de l'abdication, enfin, fou. Alors qu'on a pris quelque chose dans la tête qui est cette image un peu étonnante, soi-disant qui peut faire bousculer le monde, mais en fait, c'est Carlos qui le dit, hein, vous savez, quand ils sont à la soirée au début, en anglais, ça n'a pas été traduit en français comme ça, mais en anglais, il dit, de toute façon, on fait de la junk culture. La junk, la culture trash de poubelle, ou je sais pas quoi. Junk, elle répète, junk. Ouais, et elle répète, junk. Vous voyez, vous avez d'un côté la junk culture, et de l'autre, la white trash, quoi, ce qu'on appelait la white trash, la trash culture, du côté des rednecks. On est dans le même écho. Et à chaque fois, ça dit un monde épuisé, je trouve. Ça dit quelque chose d'idéaux qui ont disparu ou qui se sont délités. Et il y a peu de personnages. Et c'est un film assez cynique en plus, hein, je trouve. Il y a peu de personnages qui remontent ça, sauf Edward, dans les flashbacks. Et d'ailleurs, la mère lui dit c'est un romantique, etc. Qui, lui, est dans quelque chose de l'ordre. J'aime bien, moi, l'une des premières répliques, il lui dit mais tu as été mon premier amour. Il y va, quoi. Il n'y a pas de faux semblant. Alors tout le reste est un peu faux semblant. Oui. Il y a un personnage qui moi, m'a captivé. Je ne sais pas si on m'entend. Il y a un personnage qui m'a captivé, c'est le personnage du flic, hein, de Bobby Andes. D'abord, je voudrais, moi, j'ai souligné son interprétation extraordinaire. Michael Shannon, Michael Shannon, que je ne connaissais pas, hein, voilà, avec un faux air de Brassens. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le strabisme divergent. Mais quel rôle, puisqu'on le voit tout au long du film, ça dérouler, je dirais, sa trajectoire, que l'on connaît maintenant à la fin, hein, mais avec une finesse et une transition qui est assurée comme ça, au cordeau, hein, comme sur une portée musicale. Et ce personnage, je trouve qu'il occupe une place centrale. Moi, j'en ai remarqué un, c'est lui. Je veux dire, plus que l'actrice, plus que Jack Gyllenhaal, qui a un rôle difficile quand même aussi. Hein. Mais là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez ce personnage. Vous pouvez en parler ? Oui. Alors, vous connaissez Michael Shannon ou pas ? Donc, c'est l'acteur fétiche actuellement de Jeff Nichols. Bon, pour moi, un des plus grands réalisateurs américains actuels. C'est lui qui a fait Loving, mais qui a fait aussi Midnight Special, qui a fait Take Shelter, Mud. Et donc il l'emploie très très souvent dans ses films. Et Michael Shannon est vraiment quelqu'un de très intense dans son jeu. Le personnage est dans le roman déjà.
mais pas texan. Non plus, c'est un personnage de flic à la retraite, etc. Et ce qui est beau dans le personnage, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, quand vous dites qu'on le retient, c'est vrai, c'est que lui, il articule précisément ce qui est en opposition dans le film, je trouve. Enfin, mon interprétation, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je le sens comme ça, c'est que dans le film, ce que je vous disais tout à l'heure, on oppose des modèles de force et de faiblesse. Et lui, il prend sur lui les deux. Parce qu'on a ce corps qui est un corps souffrant, encore un corps en décadence, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui est du côté de la violence qu'il a intégrée dans sa propre pratique, etc. Et qui va être du côté de la réaction. Et qui veut porter ce personnage de mari qui est effondré, et qui veut peut-être, d'une certaine façon, le sauver. Alors, c'est pas moral, hein, en faisant en sorte qu'il se venge, mais de lui redonner peut-être une assise. Et je trouve que ce personnage qui dit qu'il n'a rien à perdre parce que de toute façon il est atteint d'un cancer. Un cancer, oui. Il va jusqu'au bout et en même temps c'est aussi un personnage qui tire dans le dos. Vous voyez, quand l'autre s'enfuit, paf, il tire dans le dos. Et donc il y a aussi du côté des codes texans comme ça, qui est d'une forme de cruauté absolue. Et aussi, et en même temps, d'une forme d'intériorisation, de regard sur la vie, quand il parle en substance. C'est un film, en fait, si on y réfléchit, c'est un film aussi qui pose la question de la filiation, quand même. Parce que là, il y a toujours des problèmes entre les parents et les enfants. Parce que lui-même dit qu'il a une fille. Il a une fille, mais il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme, et que cette fille, de toute façon, il ne veut pas la voir, il ne veut pas lui imposer ça. Et vous remarquerez qu'elle, avec sa mère, ça pose un vrai problème aussi, qui a ce que vous disiez sur l'avortement, ou voilà. Donc il y a véritablement aussi, je trouve que c'est un film assez noir là-dessus, quoi, sur qu'est-ce qu'on laisse, ou quel monde on laisse à sa progéniture, ou quelle filiation il y a. Enfin, je vais un peu loin, mais je m'aperçois que finalement, il y a cette question aussi qui émerge dans ce film. Et Michael Shannon, enfin le personnage du flic, c'est vrai qu'on le retient bien parce que c'est un acteur très impressionnant, je trouve, à chaque fois, mais aussi parce que c'est une figure à la fois iconique d'un certain cinéma un peu cow-boy, un peu western, un peu redneck, etc. Et en même temps qui introduit une forme d'ambiguïté, de force intérieure et de faiblesse. Lui, il réunit les deux. Alors que Jake Gyllenhaal, il est quand même intéressant, Jake Gyllenhaal. C'est le seul à avoir un double rôle, hein, oui, dans le film. Il joue deux personnages différents quand même. Enfin, en tout cas, Edward et Tony, même s'ils sont à peu près dans le même registre, mais dans des tonalités un peu différentes. Oui. Vous voulez intervenir, dites-moi. C'est un personnage aussi qui a même subverti le modèle justement de la virilité du western américain, du texan, puisque c'est Don Wayne, quoi. Et puis c'est le justicier, celui qui va violer la loi, etc., pour se venger. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour dans ce personnage. Oui. Il est subverti. Ah oui, là vous parlez de Michael Shannon, celui qui joue le flic, oui. Il y a le côté gros dur qui est revenu de tout et qui a intégré le mode de vie texan et qui va à fond, etc. Et en même temps, le personnage affaibli par sa maladie, par une forme de faux héroïsme quand même. C'est-à-dire que quand vous parlez de western, je suis assez d'accord avec vous, mais on est plutôt dans le western crépusculaire, quoi. Le western finissant, pas trop glorieux, etc. Il y a un autre, moi il y a aussi un autre modèle. Alors je passe du coq à l'âne, pas tout à fait. Ce film-là m'a fait penser à Chien de paille de Sam Peckinpah, Straw Dogs, 71 je crois, où le personnage de Tony me fait penser beaucoup au personnage de Dustin Hoffman. Pareil, qui dans la majeure partie du film est un personnage qui subit, à un moment donné, même sa compagne qui a été violée lui dit à un moment donné, mais réagis quoi. Et il va finir par réagir dans le film de Peckinpah. Mais là, c'est un peu je trouve que il n'en parle pas, Tom Ford,
mais je ne crois pas avoir vu, ou alors peut-être que toi, en anglais, tu as vu dans des interviews, mais je trouve que quand même, il y a un modèle... vous y avez pensé, vous aussi? Ah d'accord, je suis rassuré. Parce que je me demandais, comme il n'en parle pas, parce qu'on dans les entretiens, on le ramène toujours à Mulholland Drive, et on voit qu'il est un peu gêné d'ailleurs par rapport à Mulholland Drive. On y pense aussi parce que la façon dont il nous inflige la scène de violence est quand même très proche de la façon dont Peckinpah a filmé les Shenpai. Ouais, de cette façon lente, viscérale, vraiment de la torture, l'immersion dans... Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et caméra mouvante, hein, caméra très mouvante, hein, exprès pour nous affoler, pour nous. Oui, absolument. Puis ce côté un peu de jouer d'un autre genre, mais en le déplaçant, c'est-à-dire que de la même façon que Tom Ford s'est distingué dans la mode et en tant que styliste comme étant celui qui a mis en place, qui a ramené les marques vers ce qu'on a appelé le porn glam, porn glamour, c'est-à-dire où il était très provocateur, tout ça, ce qui n'a pas plu du tout à la marque Yves Saint Laurent, mais qui a bien marché pour Gucci. Là, de la même façon, et c'est assez fin de sa part, il orne vers ce qu'on appelle un sous-genre, qui est le torture porn. Mais le torture porn, c'est-à-dire on vous montre de la torture à l'écran, cash, mais là il le déplace, c'est-à-dire qu'on ne va vous montrer que les corps de ces deux jeunes, la mère et la fille dénudées, et là où le torture porn vous aurait montré la scène de viol et de violence, etc., comme aurait fait Peckinpah, lui il a déplacé à la scène de nuit avec la voiture. Mais la grammaire cinématographique qu'il met en place, c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'elle est insoutenable, c'est une grammaire de torture porn. C'est-à-dire sadique, par ailleurs j'ai travaillé sur ces films de torture porn, c'est exactement la même grammaire. C'est-à-dire que relâchement, petit sourire, on a l'impression que ça va aller, hop, et on reprend, et avec gradation, etc., allusion, et ensuite explosion. C'est la grammaire du torture porn. Mais l'intelligence de Tom Ford, c'est de ne pas nous avoir infligé cette nouvelle. Il y a juste un moment, un flash, mais qui vient du mari. Hein, vous vous rappelez, juste un flash. Et ça, c'est quand même une sorte d'élégance de Tom Ford dans l'abominable. Et je trouve qu'il arrive à être... c'est pour ça que je pense que ça va continuer à être un cinéaste intéressant, Tom Ford, parce qu'il arrive à articuler... Il y a une forme d'élégance dans son film. Il y a de l'élégance, c'est beau, les plans sont beaux, etc. Mais il ne s'interdit pas à dire le pire. Quitte à dire le pire dès la séquence d'ouverture, quitte à dire le pire quand le pire est institué sous couvert d'art moderne, etc., etc. Mais je trouve que c'est un cinéaste du coup passionnant, qui risque d'être passionnant à voir le troisième film ce qu'il va faire, mais voilà. Vous avez pensé à d'autres films ou pas? Moi j'ai pensé aussi à Neon Demon de Refn, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la mode et tout ça. Non. Sur la violence, à travers ce que vous disiez à l'instant, je pense à Kubrick, Orange Mécanique. Oui. La scène de torture aussi. De torture, oui. Oui. Ça, il y a quelque chose de ça. C'est très vieux déjà. Oui, oui, mais... Ça marque. Tarantino, Boulevard de la Mort. Oui, Boulevard de la Mort, c'est vrai, aussi. Dans cette scène-là, quoi. Oui, oui. Après, il y a aussi ce qui est propre à Tom Ford, quoi. Et je pense que ce qui est propre à Tom Ford, c'est vraiment qu'il ait traversé ce monde, et qu'il le traverse encore, ce monde de la mode, qui est pour lui un monde de la création commerciale, etc., qui est un monde qui, lui, je crois que lui-même le dit, qui est un monde qui, on va dire le mot qui se prostitue, mais qui est de ce côté-là, et de l'autre, la création avec un grand C, c'est-à-dire... et je pense que ce film articule vraiment cette dimension-là, et jusqu'à aller à la création littéraire. Parce que c'est aussi un grand film sur la lecture. C'est rare les films comme ça, où on vous montre l'acte de lire à l'écran. Moi je trouve, chapeau, le type, il a bien réussi à nous transcrire comment quelqu'un peut être happé par de la lecture. C'est assez rare hein, de nous montrer... Il peut y avoir la lecture à voix haute, on parlait de la lectrice. La lecture à voix haute, Miu Miu qui lit
Comment? Voilà, avec Patrick Chénier. Mais l'acte de lire à l'écran, tout ça, et moi j'ai pas trop d'équivalent en cinéma de quelque chose qui nous amène aussi loin. Non, parce qu'on n'est pas dans l'acte de lecture, on est plutôt dans la visualisation, c'est ça. La perception de la lecture. Ce que je disais de la projection. On ne voit Ouais. jamais le texte, on ne voit jamais, même pas une ligne. Non, c'est vrai. Mais quand même, ça dit la puissance de l'imaginaire du livre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un autre truc aussi qui est rigolo, je ne sais pas si vous avez remarqué. Micro. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la voiture dans laquelle sont les bad guys, quoi, quand ils font leur course-poursuite, il me semble que c'est la même voiture qu'on retrouve au moment où elle lui annonce qu'elle le quitte dans cette rue, où il s'arrête. Et puis il y a une voiture un peu vert, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan qui est derrière une vitre, là encore, complètement isolée. Ah oui. Il y a ce plan qui dure, je sais pas, 4-5 secondes, où on voit cette voiture vert foncé. Et il me semble que c'est la même couleur de la voiture, et en tout cas c'est la même forme, mais j'y connais rien en voiture. C'est pas la même. Ah, les garçons là-haut. C'est pas la même? C'est pas la même voiture. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une Buick, c'est... La première c'est une Dodge, la deuxième c'est une Quelle année? Bravo. C'est ça, quelle année? Non mais déjà... Et tu vois la voiture dont je parle, Michael? Tu l'as remarqué aussi Ouais. On se demande. En tout cas, non mais là oui, Michael, tu le connais mieux que nous, mais là où peut-être Florian a raison, c'est que on retrouve un modèle d'un côté plus voiture de course, plus designé, et de l'autre au contraire la berline un peu lourde. C'est peut-être ça qui t'a fait réagir aussi. J'ai vraiment l'impression que Un clin d'œil, ouais. un clin d'œil. Oui. C'est une question en fait. Comment interprétez-vous le titre du film qui est le titre du livre, et à l'intérieur il dit que c'est comme ça, enfin elle dit que c'est comme ça qu'il l'appelait. Bien sûr. C'est un animal de la nuit parce que il y a plein d'animaux de la nuit dans ce film-là. Alors le titre il l'a conservé lui-même Tom Ford parce que c'était le titre qu'avait choisi Austin Wright pour le roman dans le roman. Son roman à lui s'appelait Tony, and Susan. Mais donc là, il l'a gardé. Mais il l'a gardé parce que ça correspond bien à elle, puisqu'elle est insomniaque. Mais il y a aussi d'autres créatures de la nuit, parce que les créatures de la nuit dans le roman, c'est celles qui littéralement, capturent et font disparaître du champ américain ou de l'univers, de la surface américaine, des gens qui se sont aventurés sur le territoire la nuit, dans un lieu où le téléphone ne passe pas, le téléphone portable ne passe pas. Alors ça, par exemple, c'est typique de la fiction d'horreur. Vous l'avez dans ce qu'on appelle le genre du survival. À un moment donné, c'est presque un cliché. Les personnages, ils sont là avec leur téléphone. Ah, en plus, ça passe pas. Bah oui. Tu m'étonnes. Et là, on a véritablement l'idée qu'on revient à quelque chose d'un peu primitif, quoi. Les créatures de la nuit, nocturnal animals en plus, animal. Il y a quelque chose de la part de Tom Ford de dire, mais alors là, c'est propre à quelqu'un qui a grandi dans le Texas et qui a vraiment infusé comme ça la culture américaine, c'est de dire que les basic instincts, les bas instincts, quelque chose qui nous ramène à notre animalité, et ce qui a constitué fondamentalement le territoire américain, c'est cette violence sauvage, quoi. Et je trouve que c'est un grand film là-dessus aussi, quand même. La wilderness, elle est jamais très loin dans le territoire. Voilà peut-être une chose en commun avec Mulholland Drive. Dans Mulholland Drive, vous voyez, ça se passe dans la cité du cinéma, etc., à Los Angeles, et vous avez ce moment où on prend la Mulholland Drive, cette route sur les hauteurs, et on va voir le cow-boy dans le ranch. Et le cow-boy qui semble être dans le film Mulholland Drive, cette sorte d'homme qui orchestre comme ça le pire, et qui est en écho avec le Mr. Rock qui est derrière une vitre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est dans une sorte de chaise électrique, etc. Là, on a quelque chose de commun. Ça, oui, Lynch l'a très bien montré, et peut-être que là, pour le coup, moi, je ne rapprocherai pas ce film-là de Mulholland Drive, je le rapprocherai de Blue Velvet. Blue Velvet, l'ouverture.
dans cette petite banlieue avec ses picket fences, ses petites barrières blanches, tout va bien, etc. Le type, il a une attaque, il s'effondre, et là, vous avez la caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle zoome vers la pelouse, elle rentre dedans, et elle montre de la vermine qui grouille et qui est en train de bouffer un insecte mort. Et ça, c'est le geste comme ça de faire ça, c'est de dire sur quel soubassement se construit la civilisation américaine. Quoi? Non, c'était... Ouais, Nocturnal Animals, ouais, je vois ça. Mais du coup, ça m'a... Enfin, je me demande dans quelle mesure, Ford n'a pas pensé à Nighthawks, quoi. Plus, on a vu le titre même. Aussi la figure de la femme et avec les agresseurs. Oui, c'est ça. Les deux mondes se rejoignent dans... Tout à fait. Ouais, ouais. Parce qu'elle, d'une certaine façon, elle est... Ce que tu disais, hein, elle, d'une certaine façon, elle est aussi brutale, aussi violente que les autres qui agressent, violent physiquement, mais elle a littéralement arraché à la vie, à son existence, cet homme-là qu'il aimait pleinement, et en plus, elle a arraché son enfant, qu'il lui a donné. Enfin, violence contre violence, hein. Même chose. Il y a une violence dont on n'a peut-être pas encore parlé. De temps en temps, je regarde ma caméra, donc je n'entends pas bien. La violence qui est mise à l'image par le personnage de la mère de l'actrice, enfin du personnage de l'actrice. J'ai été saisi là aussi d'un réalisme terrible. Déjà le costume, hein, le maquillage, la coiffure, la posture de cette femme, et puis la puissance des mots qu'elle a prononcés à l'encontre de sa fille. Là, il y a une violence psychologique énorme qui vient juste comme ça. Elle dure 30 secondes. Voilà. Oui. Et ça passe un peu inaperçu, mais ça fonde quand même le personnage de la jeune femme, hein, qui va ensuite se dire, et quand la mère lui dit « T'inquiète pas, ma fille, tu finiras par ressembler à ta mère ». Mais quelle violence. Ah oui, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, si vous regardez la mise en scène, parce que c'est important de savoir où on place la caméra dans ces cas-là, j'ai pas eu le temps de le voir, mais je pense que c'est un modèle de mise en scène. C'est que la caméra est souvent placée de manière à ce que la mère domine sa fille. Oui, avec un contre-champ. On a l'impression presque champ contre-champ. Les plus hautes. Et alors, le contre-champ, je pense que quand on est sur la mère, elle est seule à l'image, elle domine l'image. Quand on est sur la fille, la mère est toujours en ce qu'on appelle en cinéma en amorce. C'est-à-dire qu'elle occupe toujours plus ou moins le champ de sa fille. Et sa fille n'a pas du champ pour elle. Et quand on est en plan un peu plus, qui les prend toutes les deux, vous voyez la mère toujours supérieure, quoi. La mère supérieure. Non, mais il y a un peu de ça. Et c'est vrai que cette scène, elle est d'une violence, je suis tout à fait d'accord avec vous, psychologie, tout ça, et cette idée... et c'est une scène cynique par excellence. Absolument. Vraiment cynique. Et je crois que la mère, en plus, elle dit de toute façon, une fille doit toujours ressembler à sa mère, et la mère qui semble transmettre quelque chose qui vient de plus loin. Une injonction. Et il y a aussi toujours dans le cinéma américain très souvent le questionnement de la transmission, très souvent aussi. Et les fils ressemblaient au père aussi, puisque justement les parents ont banni son frère qui est homosexuel. Donc voilà, on rejoint l'histoire de réalisateur. Oui, il dit que ma famille est raciste, sexiste, tout ça. Ouais. Ah oui. Et vous voyez comment Tom Ford aussi arrive à glisser à chaque fois, mais il l'avait fait de manière plus directe dans Single Man, mais quelque chose sur le sort qu'on fait à l'homosexualité. Hein. Mine de rien, ça... cette idée de modèle de masculinité, cette impossibilité de sortir du modèle de la virilité, par exemple, c'est quelque chose qui est très très fort, je trouve, dans le film. Parce que le plus grand bad guy dit au mec, mais tu as un vagina boy ou un truc comme ça, je crois qu'à un moment donné il lui dit ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre où se place le modèle dominant dans la représentation du corps et des genres féminin, masculin. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il nous accueille avec ces images qui nous bousculent, où se place la beauté, la laideur, avec ces femmes
qui danse nu, et de cette nudité dont on ne veut pas. On n'en veut pas, on ne veut pas la voir. Et il nous la montre en plein. Mais aussi, il y a un passage cruel où il lui demande mais pourquoi est-ce que quand les criminels l'appelaient, il n'y est pas allé puisque sa femme le réclamait. On voit aussi que cette virilité peut être complètement débile, puisque là, voilà, si un homme y va, mais en fait, il aurait été tué. Oui, mais ce que vous avez remarqué, c'est qu'il ne répond pas. Parce qu'il aurait pu absolument répondre ce que vous avez dit. Et c'est d'ailleurs lui qui, c'est le flic qui lui dit à un moment donné, vous avez bien fait de ne pas y aller. Mais lui ne le répond pas, parce que je pense qu'il n'a pas pensé à ça. Ah, et je pense que tout simplement, ce que dit Florent, c'est une peur. Il a été tétanisé. Oui, c'est ça. Il est paralysé de... Il était paralysé de peur. Depuis longtemps. Et c'est pas très glorieux, oui. Et culturellement. Lorsqu'il a vu sa femme, c'est la même peur, il a même tétanisé comme lorsqu'il se retrouve devant les essuie-glaces, lorsqu'il voit sa femme avec celui qui va le remplacer après son avortement, quoi. Non, il est là, bras ballants, sous la pluie. Oui, on le voit pas. On le voit pas réagir, on le voit pas. Exactement. Ouais. Et on suppose même que cette séparation, il s'est pas battu, quoi. Enfin. Pourtant, il enlève pareil sa femme et. Oui, absolument. Mais c'est bon, je trouve, parce que c'est rare qu'on nous montre ça au cinéma, parce que peut-être que c'est une chose où on réagirait nous aussi comme ça, après tout. Il y a un film d'horreur qui a montré ça de manière magnifique. C'est 28 semaines plus tard, de Fresnel Navillo. Alors, c'est un Espagnol qui a montré ça, et c'est pas pour rien que c'est un Espagnol. Vous savez, 28 semaines plus tard, c'est sur les zombies, tout ça, mais l'ouverture, elle est tétanisante. L'ouverture, c'est vous êtes dans une ferme, et il y a des gens qui survivent, on s'aperçoit que le monde est envahi par des zombies. À un moment donné, des zombies rentrent, et vous avez un père, la mère et l'enfant, et ils se retrouvent tous les trois dans une chambre. Et le père les regarde, et lui, il a une porte de sortie. Et il regarde la mère et l'enfant, il les regarde, et il part en courant, il s'enfuit. Et il laisse la mère et l'enfant, et voilà. Et ce qu'il dit, on doit survivre. C'est tétanisant. Voilà, ce modèle-là, c'est rare les films qui nous montrent cet aspect-là. Et là, je trouvais que aussi c'était assez étonnant d'oser nous montrer ça, une forme de faillibilité. Et c'est vrai que le dernier qu'il avait fait avec cette puissance, pour moi, c'était Les Chiens de Paille. Sam Peckinpah. Mais bon, dans Les Chiens de Paille, il y a quand même le retour comme ça de la violence fondamentale, puisqu'à la fin, quand même, Dustin Hoffman prend le fusil de lui-même là pour le coup. Mais je ne me rappelle plus d'ailleurs comment il finit, Dustin Hoffman. Il se tue pas? Non, je ne sais plus. Non. Oui, je crois qu'il retourne avec sa femme et qu'il y a une forme de retour. Mais c'est beaucoup plus ambigu chez les pays. Oui, moi je voulais revenir sur le personnage du policier parce que. Michael Shannon, ouais. Je voulais revenir sur le personnage du policier parce que moi j'en ai une perception un peu différente. Oui. Je trouve ce policier très très ambigu parce qu'au début on a l'impression qu'il soupçonne même le père d'avoir peut-être qu'on n'est même pas sûr qu'il y ait eu vraiment des agresseurs, enfin au tout début de l'enquête, enfin au tout début où il est dans les locaux de la police. Après, il lui dit mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné quand il vous a dit que votre femme vous attendait? C'est pas lui qui lui dit vous avez bien fait de pas y aller, c'était une folie, vous auriez été fou d'y aller parce que l'adjoint vous aurait tué. Et puis après, il le manipule complètement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il lui dit venez avec moi sur les lieux? Je veux dire, il n'y a pas besoin de lui. Pourquoi est-ce qu'il enlève les menottes à ces deux types? On sait très bien qu'il va se faire avoir complètement par ces deux mecs. Mais il le dit à un moment donné, vous avez raison, c'est qu'il le dit à un moment donné. Il dit je ne veux pas terminer ma carrière sur un échec, et il y en a tellement qui vont finir entre les mains. Oui, c'est ça, c'est lui. Il assume sa propre vengeance à lui et il utilise ce pauvre homme complètement déchiré. Et c'est normal qu'il se termine tué, ce type. Enfin, je veux dire, il n'est pas de la trempe de. Voilà, enfin, donc je trouve qu'il est très cynique, ce policier. Moi, je ne trouve pas un personnage positif. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve que le film articule constamment alors on va dire négatif, positif, je sais pas si mais articule constamment comme ça et donne une complexité à chacun des personnages dans ce sens-là. Et là, ce que vous dites est absolument juste, vous avez raison de rectifier comme ça, parce qu'on pourrait donner l'impression que c'est un personnage. Il est touchant quand même, ce personnage, avec sa maladie, tout ça, mais vous avez absolument raison, il est aussi cynique, puisqu'il dit très bien que son but c'est de terminer
de faire... S'exonérer de la loi. Voilà, exactement. C'est le sud, hein, c'est la loi du sud. À la fin, il lui donne rendez-vous au bungalow. Il ne vient pas. Il ne vient pas, donc c'est... Vas-y, finis le travail tout seul. Ouais. Mais alors là, pour le coup, c'est peut-être là... par défaut, quoi. Alors là, je sais pas si c'est seulement la manipulation. Je pense qu'on peut être dans l'idée de la manipulation. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui veut rétablir, pas la justice, mais rétablir cet homme-là dans ce qui peut le faire homme. Et peut-être que du coup, il est lui-même ce flic, hein,